petit jingle comme d'habitude et on se retrouve juste après pour les jeux vidéo au fil des pages. A tout de suite. Alors Caroline, les jeux vidéo au fil des pages, résume-nous encore une fois en une phrase ta chronique et quel est le thème que tu as choisi aujourd'hui? C'est une chronique que j'ai décidé de faire pour cette saison du YOLO Show, qui est très simple. En fait, le principe, c'est de vous parler d'un livre qui traite d'un sujet à propos du jeu vidéo, des jeux vidéo en général. Et ce soir, j'ai décidé de me pencher sur le livre Aux origines de Castlevania, Symphony of the Night. Est-ce que déjà ça parle à certains d'entre vous? Alors j'ai vu le livre passer, mais je suis pas un grand fan de Castlevania. Je Moi regarde par contre très, très j'adore loin, Castlevania, généralement, j'ai tout pas le ça. livre mais moi j'aimerais bien l'avoir. Et je vais essayer de vous résumer un petit peu le livre, sans vous spoiler non plus. Batman, Arkham Asylum, Control, Hollow Knight, etc. Il n'y a jamais eu autant de Metroidvania qu'aujourd'hui. Initiateur de cette tendance, Castlevania Symphony of the Night a été un creuset C'est la soirée ça. d'impérimentation, imposant des mécaniques d'exploration et de RPG au sein d'un jeu de plateforme. Mais comment les concepts du Metroidvania se sont-ils constitués au sein de ce titre hybride de Konami? Et comment ce jeu en 2D a-t-il pu émerger et acquérir le statut d'œuvre culte en plein règne de la PlayStation alors que tous ne juraient que par une 3D encore primitive? Et ça c'est une belle phrase, c'est tellement vrai. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça intriguant. Voilà, surtout pour quelqu'un qui encore une fois ne connaît pas bien la saga de Castlevania. Je me suis dit que c'était une très très bonne approche. L'auteur s'appelle Raphaël Lucas, membre de la rédaction du mensuel Jeux vidéo magazine. Il a aussi signé de nombreux ouvrages de référence sur les jeux vidéo, tels que l'histoire de The Witcher, la légende de Final Fantasy 1, 2, 3, la légende Final Fantasy 9 ou encore la saga Legacy of Kain. Donc voilà, ce monsieur avait l'air de déjà bien s'y connaître, d'avoir rédigé pas mal d'ouvrages. Et effectivement, on sent qu'il a déjà sa plume, ce monsieur. C'est un livre qui est rédigé de façon assez originale. Ça m'a un peu prise au dépourvu au début, mais je me suis vite prise au jeu. C'est un livre qui est divisé en actes, vraiment comme à l'opéra en fait. D'accord. Donc ça commence vraiment sur une introduction qui s'appelle Prélude aux Nocturnes, qui est un petit peu une ode à ce qu'a permis, ce qu'a mis en avant, ce qu'a apporté justement Castlevania Symphony of the Night, de façon très élogieuse, très poétique, parce qu'on est à l'opéra, hein, comme je l'ai souligné. Vous avez ensuite Avant la représentation. Avant la représentation est un moment qui m'a vraiment prise au dépourvu, parce que quand j'avais vu le livre et quand j'ai lu le résumé, je m'attendais à vraiment un livre qui se concentre comment vous dire, sur quelque chose de très technique, sur comment on en est arrivé à ce jeu, mais vraiment juste, comment dire, centré que sur le jeu. Je me doutais qu'il y aurait des références dans le domaine vidéoludique, mais je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Mais vraiment, c'est le mot, c'est allé très très loin. Ça remonte très loin dans l'histoire. Et cette partie, justement, ce prélude, ça nous replonge à l'écriture de Marie Shelley. Je sais pas si vous savez qui est Marie Shelley. Alors là, Non. là c'est toi comme qui ça, nous ça prends au me dit rien. dépourvu. Alors, elle a écrit un livre très 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 connu qui a influencé beaucoup de films notamment. C'est elle qui a rédigé Frankenstein ou le Prométhée moderne. Voilà, c'est pour ça. Ok. Voilà. Ah, ok, ouais. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et en fait, on nous explique que il y a, alors je n'ai pas noté la date, je suis navrée, mais en Italie, ça y est, un été en 1816, en Italie, en fait, vous aviez une espèce de maison où vous aviez beaucoup de jeunes gens, dont Marie Shelley, qui aimaient bien lire des histoires d'horreur. Et à un moment, ils se sont dit, bon ben, au lieu de lire des histoires d'horreur, et si on essayait d'en inventer? Et tout ce petit monde est à l'origine, plus ou moins ce que raconte le livre, de ce qu'est devenu Dracula et de ce qu'est devenu notamment Frankenstein. Donc c'était déjà très intéressant, ça nous mettait dans le bain. Suite à du coup cette introduction, nous avions l'acte 1, Dracula, un jour aux courses. Et cet acte 1, il rentre déjà dans ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire que ça va parler des Castlevania qu'il y a eu avant. Parce que je rappelle que Symphony of the Night n'est pas le premier de la saga, loin s'en faut. Donc ça va surtout se concentrer sur les 3 premiers là pour le coup. Ouais, les 3 premiers sur NES, ouais. Ou sur Famicom. Ouais.
Tout à fait. Et exactement. À la base, c'était pour la Famicom, qui ensuite est devenue la NES de notre côté. Suite à cet acte 1, on entre, enfin, c'est pas vraiment le terme, mais on entre à ce moment-là dans le vif du sujet, à l'acte 2. Il faut attendre l'acte 2 pour vraiment parler du coup de Symphony of the Night. L'acte 2 qui s'appelle Alucard, une nuit à l'opéra. Parce qu'effectivement, l'une des choses qui a différencié, l'une des nombreuses choses qui a différencié ce jeu, c'est notamment le héros, qui est Alucard, qui n'est plus un Belmont. Non. Dans le traitement graphique aussi, le traitement de Alucard, parce que ce n'est pas la première fois qu'on le rencontre, mais qui est beaucoup plus inspiré des Bishonen, qui a un traitement plus élégant, plus glamour, etc. Mm. Et là, on se penche vraiment sur tout ce qui est technique. On a des anecdotes de création. On a les inspirations aussi de toute l'équipe. Alors, c'est très dense, c'est très riche comme livre. On a vraiment des références qui fusent de partout. Ça parle de littérature, ça parle de cinématographie, énormément d'ailleurs. Il y a énormément de références tirées du cinéma. Culture vidéoludique, bien entendu. Ouais, mais dans pas tout ce que. qui tourne autour de Dracula et du lore Dracula, c'est vrai Voilà. qu'il s'inspire assez, Mais assez pas que. vastement. Mais pas que, parce qu'il faut savoir que par exemple le fouet de Belmont, donc pour celui qui a travaillé sur les 3 premiers, il faut que je retrouve son nom, Irigashi. Le nom Il du y a créateur. il y a ça, de mais l'anecdote un peu. Oui, mais en fait il s'est inspiré de notre cher aventurier là. Indiana Jones. Exactement. Je te jure que Oh. c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit truc, Ouais. le Vampire Killer, le nom du fouet. Alors, il l'appelait pas comme ça, notre cher Indy, hein, mais c'est vrai qu'on en est Mais pas je loin. vous assure que si, il s'est inspiré de ça. On apprend d'autres anecdotes aussi, que par exemple, le créateur de Zelda, on apprend en fait que les inspirations, ça vient de quelque chose souvent qui vient de l'enfance, qui a marqué les créateurs, bien entendu. Que par exemple, le créateur de Zelda allait souvent se balader dans une caverne où il ne fallait normalement pas s'aventurer seul. Enfin, ce genre de choses, voyez-vous. Ou se perdait dans Et la forêt, genre de truc. voilà. Et le créateur, effectivement, originel de Castlevania, lui, son truc, c'était, il y avait un château en ruine pas loin de chez lui, et il allait souvent voir, il enregistrait, il filmait, il y avait les bruits de la nuit, enfin voilà, il était très curieux de cette architecture, et il la visitait souvent. Suite à cela, on arrive du coup à l'acte 3, qui s'appelle « Après la symphonie d'une rhapsodie bohémienne ». Et là, on est sur les Castlevania d'après, en fait, vraiment. Sachant qu'effectivement, on va commencer à s'attarder du coup à la fameuse 3D. Ah oui, la mauvaise 3D. Ça dépend lesquels, hein. Je suis un peu. Oh là là. Ça fait débat, Le effectivement. Castlevania J'ai essayé de 64. regarder, mais, c'est vrai que ça a un peu sonné le glas de la saga, quoi. Oui, c'est Ah, quelque chose qui a fait très mal. Il y a eu sur en 2D sur GBA et DS qui sont exceptionnels, mais ça c'est autre chose. Mais la 3D, c'est vrai que ça n'a pas fait du bien. Ça n'a pas fait énormément de bien à la saga. Il y en a des pas mal, mais voilà, il y en a des affligeants, quoi. Compliqués. Et du coup, après cet acte 3 qui clôture vraiment la saga sur Castlevania, qui est quand même le thème du livre, faut pas l'oublier, on a ce qu'on appelle après le concert, qui là explique ce que nous disait déjà le résumé, c'est que du coup ça nous a permis d'avoir une influence sur plein d'autres jeux vidéo en fait qui sont sortis par la suite. Et du coup, je suis très heureuse d'avoir pris ce livre parce que, comme je vous dis, et je le répète, je n'étais pas du tout une experte en Castlevania. Bon, je ne le suis toujours pas. Tu vas t'y mettre? Mais ça donne très envie. Et effectivement, j'ai pris conscience de l'ampleur en fait de ce jeu vidéo-là, en fait, dans l'histoire vidéoludique. Et je dis l'histoire vidéoludique, et les mots sont bien choisis parce que c'est vraiment un livre d'histoire en fait. J'ai presque envie de l'appeler comme ça. C'est un livre qui vraiment est tourné comme un opéra. Mais c'est un livre d'histoire du jeu vidéo, en fait, autour de Castlevania, bien entendu. Mais c'est la construction de comment on est arrivé à Symphony of the Night, ce qui est arrivé après, en parallèle de toutes les évolutions techniques auxquelles a fait face le jeu vidéo, les enjeux auxquels ils ont dû faire face, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire Symphony of the Night en 2D alors que c'était déjà la mode de la 3D. Enfin voilà, on a des tas de questions qui se posent, on a le cheminement des créateurs, on a des témoignages, et c'est vraiment très intéressant. Surtout que ce livre rejoint un petit peu l'une des premières chroniques que j'ai fait dans le YOLO Show sur l'art.
Et je me tuais à vous dire et à vous répéter, et je vais le redire, et je suis très contente que le livre le dise aussi, on ne crée pas du néant. C'est impossible. Toute création vient d'inspiration. Ouais. Qu'elle soit ou non assumée, qu'elle soit ou non consciente. Quand on crée, c'est parce qu'on a eu des inspirations. Et ce livre regorge de toutes les inspirations qui ont permis d'arriver à ce jeu. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'au-delà du coup d'avoir le cheminement historique et technique, on avait aussi le cheminement, comment dire, plus artistique vraiment et intellectuel des créateurs. Donc Mm. c'est vraiment un livre très très intéressant que je recommande Est-ce si que vous êtes un peu curieux. sur ce sujet-là, parce que je viens de vérifier, tu sais qu'on parle de Metroidvania pour ce Mhm. type de jeu, Oui. et en fait, ce qui définit ce type de jeu, c'est un peu le fait que tu es obligé d'explorer pour trouver des endroits où passer, et pour passer à ces endroits, tu es obligé de trouver des objets pour débloquer des capacités qui te permettent de passer à ces endroits. Ça, c'est la définition du Metroidvania. Et il se trouve que Metroid et Castlevania, en fait, les deux premiers de ces deux séries légendaires, ils sont sortis la même année, en 1986. C'est ça. Mhm. Et du coup, avec ce même concept, on va dire. Et je serais vraiment très curieux de savoir d'où les deux qui sont sortis donc en même temps, qui n'ont pas pu se copier l'un l'autre en théorie, où est-ce qu'ils ont trouvé l'inspiration de l'origine de ce principe de l'objet ou du truc qu'il faut que tu trouves qui te débloque un passage. Après, tu vois, leur premier jeu est sorti en même temps, mais par exemple, Castlevania, le premier jeu Castlevania à développer ce côté-là, ça a été Symphony of the Night. C'est-à-dire que les trois premiers Castlevania NES n'étaient pas. Il n'y avait pas ce principe. C'était j'allais dire du Mario, vous me comprenez? Du plateforme bête, quoi. Voilà, c'est le 3 apportait des petits. Le 2 était un peu à part en l'idée, mais en tout cas, le premier Castlevania avait vraiment un truc très bête et méchant, entre guillemets, aussi qualitatif soit-il. Et bah voilà, sur Metroid, le premier sur NES et après le Super Metroid, en tout cas le plus populaire sur Super Nintendo, lui directement avait ce côté, la map est techniquement toute ouverte, mais tu peux pas y accéder parce que tu n'as pas le super saut, tu n'as pas le sprint, tu n'as pas le grappin, mais tu peux techniquement, enfin tu peux sur le papier y accéder, c'est pas c'est pas un niveau. D'accord, donc c'est arrivé petit à petit, en fait. Voilà. Et on peut dire que ça. Metroid l'a fait avant, techniquement. Mais Metroid, d'où ça venait, ça par contre, eux. Dans ces époques-là, les développeurs sont pas encore très nombreux, donc très probablement qu'ils cherchaient des idées peut-être ensemble, qui se rassemblaient de temps en temps pour discuter ou ce genre de choses. C'est loin d'être impossible. Hein. Je peux pas parler entre les studios, mais effectivement, ce qu'explique aussi le livre, c'est que chez Konami, il n'y avait pas qu'un jeu qui était développé, ils en produisaient plusieurs en même temps, et que les bureaux communiquaient entre eux, en fait, vraiment. Et ils s'inspiraient les uns les autres, ils s'enrichissaient les uns les autres. Donc effectivement, il devait peut-être y avoir une espèce de Après, les idées recherche fusaient, quoi. Comment on commune. peut développer ça? Là, tiens, on a ce jeu de plateforme classique. Ce serait pas cool d'avoir toute la map entre guillemets accessible et juste, bah, t'as des objets que tu vas avoir, tu vois. Il y a ce Oui. genre de choses. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Dans le livre, on voit aussi le casse-tête que c'est de créer un jeu qui fait partie d'une saga, parce qu'une saga, ça veut pas forcément dire refaire le même jeu, qui est juste une suite, enfin, voilà, bête et méchant, la même chose, la même trame, le même gameplay. Et tout l'enjeu, justement, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on change. Comment se Et ça renouveler? aussi, on a tout le cheminement en fait intellectuel autour de ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'un Castlevania est un Castlevania, qu'est-ce qu'on peut se permettre de modifier, qu'est-ce qu'on ne peut pas modifier. Et Ouais. c'est très 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 intéressant en fait de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces choix finalement. Il y avait des tests à l'époque où tu vois par exemple avec Castlevania et Zelda, Zelda 2 et Castlevania 2 partaient complètement sur des directions différentes par rapport au 1, directions qui ont été un peu moins bien accueillies. Et ils sont rapidement pour les jeux qu'on suivi après, donc Zelda 3, donc A Link to the Past sur SNES et Castlevania 3, rapidement revenus sur une recette plus standard, mais ça tentait des choses quand même à une À époque, l'époque, ça ils prenaient tâtonnait. peut-être plus facilement de risques parce qu'aussi le prix des développements elle avait sans commune mesure avec aujourd'hui évidemment. Il y a un truc qui est assez étonnant sur Castlevania, c'est que c'est une saga qui commence à être vieille. Le dernier il est sorti en 2014, j'ai regardé justement, et ça fait 9 ans que la saga elle est terminée C'est vrai que pour le moment on va dire. je pense Et finalement on n'a que- jamais autant parlé de Castlevania, et d'autant plus du Castlevania Symphony of the Night et des classiques qui sont en 2D, ceux qui sont sortis il y a plus de 20 ans. En fait. la série Netflix a bien aidé à reparler. Ouais, je pense que La la série série Netflix Netflix t'a a aidé, réveillé. ouais. C'est pour ça que je pense que la série Netflix qui pour moi est un tapis rouge pour un nouveau jeu qualitatif,
Castlevania pour ressortir quelque chose. Donc ça ne m'étonnerait pas que... Alors ça n'en parle nulle part, moi j'ai pas d'écho, j'ai rien, mais ça ne m'étonnerait pas que futurement... alors ça aurait été bien de le faire pendant la sortie de la saison 1 par exemple. Si ça ressortait, je pense que ça ferait toujours un carton. Enfin, le mot Castlevania fait vendre toujours aujourd'hui, je pense. Il n'y a aucun doute que ça Oui, marcherait. oui. À y réfléchir, en fait, je pense que le plus gros obstacle pour que sorte un nouveau Castlevania, et en tout cas un bon, c'est que ça appartient à Konami, en fait. Oui. Et que quand tu regardes, Konami est complètement mourant. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti un bon jeu. Ils ont la plupart de leurs licences, ils les ont jamais valorisées plus que ça ces derniers temps. Enfin, le problème, c'est peut-être plutôt Konami, en Il fait. faudrait un rachat. Et Ouais, il faudrait qu'ils vendent la licence et l'acheteur, Castlevania. ce serait... Moi, je militerais, hein, parce que là, tu as parlé de Symphony of the Night, qui est, avec le recul, mon Castlevania préféré, parce qu'il y avait les Castlevania action classiques et les Metroidvania que Symphony of the Night l'a amené. Donc, si vous pouvez y jouer, alors vous y jouerez jamais sur la console d'origine, parce que Castlevania, sur PlayStation 1 notamment, coûte beaucoup trop cher, mais il est sorti sur plein d'autres plateformes en ligne. Donc, regardez sur... le PlayStation Store ou autre, hein, ça doit être disponible ici et là. Moi, je sais que j'avais une version sur la Xbox 360 à l'époque. C'est comme ça que je l'ai découvert, en fait, que je ne l'ai pas découvert à l'époque, n'ayant pas eu de PS1. Du coup, Caroline, tu nous conseilles ces livres un peu sur l'histoire des jeux vidéo, de leur développement et des anecdotes. Est-ce que c'est particulièrement cet auteur-là ou c'est ce style de livre finalement qui t'intéresse? C'est vraiment selon mes envies. Là, c'était vraiment par curiosité. Je vous dis, à la base, je partais sur un autre livre, mais je suis allée à la médiathèque. Vous savez que j'adore aller à la médiathèque. La fameuse Voilà, médiathèque. j'avais pris un autre livre sur le thème des jeux vidéo. Et entre deux, je me suis baladée dans une librairie et je suis tombée sur ce livre. Et finalement, je me suis dit, non, c'est de celui-là que je vais parler. Et je suis très heureuse. C'était vraiment une très, très À belle quel surprise. prix peux-tu nous dire, si tu te souviens, combien Pour coûte ce Noël, livre peut-être, ça peut être. Bah, peut faire un de beau toute cadeau. façon, j'ai mon anti-sèche, puisqu'il y a le prix sur la couverture. Je rappelle qu'en France, les livres sont tous soumis normalement au même prix. Oui. Donc le livre est à 19,90 €. Ce qui est un bon prix par rapport à la Je pense qualité. que c'est, oui, ça les vaut. Et globalement, si vous achetez moi qui ai pu en avoir beaucoup de Omaki Book, qui s'occupe de l'édition du livre, voilà, vous avez peu de chances d'être déçu, hein, surtout si vous achetez. En plus, si vous achetez sur une licence qui vous fait kiffer, globalement, vous serez ravis. Et pour Noël, comme disait Lo, hein, c'est vraiment un beau cadeau. Si vous connaissez quelqu'un fan de jeu ou d'un jeu en particulier, vous regardez du côté, pas que, mais en tout cas, je peux valider de leur côté, de chez Omaki Book. Voilà, vous serez en tout cas satisfait. Et comme l'a dit Caroline dans la description du livre, c'est que au-delà de raconter les belles anecdotes, d'être allé chercher les bons intervenants pour citer certaines choses, bah, c'est la construction du livre qui est à part. C'est pas simplement des pages qui s'enchaînent avec chapitre 1, 2, 3, 4. Ils ont vraiment amené la chose pour rentrer dans l'univers de Castlevania. Donc il y a eu pour la construction en même, la mise en page du livre, il y a eu un travail supplémentaire que simplement récolter et de tout caser dans un livre, quoi. C'est un bonheur. Franchement, pour les bibliophiles, c'est un bonheur à lire. Mais écoute, tu me l'enverras, je le lirai. J'aimerais te le Si tu piquer veux. la nuit. Voilà, ça fait pas mal de kilomètres par contre pour faire ça, juste ça. Mais j'avoue, je pense que ça te coûterait moins cher de l'acheter. Vraiment. Effectivement, je pense que je vais le faire. Ou je le demanderai à Noël, tiens. Voilà, bonne idée. Ah, le Bonne bug idée. exploit. Exactement. En tout cas, merci à toi, Caroline, pour cette présentation de ce livre Castlevania Symphony of the Night chez Omake Book.